Alors, du coup, bonjour à tous pour ceux que j'ai pas encore vus. Donc, bienvenue pour la deuxième séance du Journal Club. Donc, aujourd'hui, on va surtout parler des rivières intermittentes. Donc, en gros, je vais essayer de vous faire un petit état des lieux des rivières intermittentes. On va parler un peu de leur biologie et ensuite, on va essayer de voir, d'extraire quelques préconisations techniques pour la restauration de ces rivières. Et quelque chose que j'ai pas précisé lors de la dernière séance, mais que je voulais vous dire là, c'est que en fait, après la période de travaux, fin septembre, début octobre, en fin d'année, on va essayer d'organiser une journée de terrain avec du coup l'ensemble des techniciens rivières du département sur un ou plusieurs chantiers, histoire d'essayer de concentrer tous les sujets qui ont été abordés dans le journal club. Comme ça pourra rendre concret un peu l'ensemble des thématiques qui ont été abordées. Donc aujourd'hui, on va traiter des cours d'eau et des rivières intermittentes. Donc si vous faites un peu de bibliographie scientifique, vous allez voir les rivières et les cours d'eau intermittentes, ils sont mentionnés comme IRES. Donc c'est le terme anglais, ça veut dire Intermittent River et Ephemeral Stream. Et en gros, la définition française, je suis plus à l'aise, c'est des rivières qui cessent de s'écouler ou qui s'assèchent de manière ponctuelle dans le temps ou bien dans l'espace. Donc là, on voit l'exemple d'un petit cours d'eau en Ille-et-Vilaine qui s'assèche dans le temps. En mars, il coule. En mai, il coule quasiment plus, il y a de l'eau stagnante. Et en juillet, il est complètement à sec. Ou alors, je disais aussi un assèchement dans l'espace. Donc avec des secteurs qui coulent, d'autres qui coulent pas et d'autres asséchés. Donc l'assèchement, il peut se faire soit sur le système plus en aval. Donc si vous avez des têtes de bassin versant assez préservées et des zones humides assez puissantes, ces têtes de bassin-là vont toujours être alimentées et après, il y aura des pertes de fil d'eau et l'étiage. Ou alors, il peut y avoir des systèmes un peu plus complexes avec de l'alimentation en tête de bassin, des pertes de fil d'eau qui peuvent être expliquées par plusieurs choses, la géologie, la pression, etc. Et on peut récupérer des systèmes d'écoulement en aval. Ou alors, ce qui est plutôt le cas souvent chez nous, c'est que toutes les têtes de bassin versant sont artificialisées, il y a peu de débit, il y a beaucoup de pression, et du coup, il faut que les écoulements soient bien concentrés pour les avoir à l'étiage, donc avec toute la zone asséchée à l'amont, pardon, et la zone qui coule à l'aval. Donc là, petit exemple pour un assèchement dans l'espace, là, on voit en tête de bassin versant, c'est complètement sec. Au milieu de la typologie, là, on voit qu'il y a certains petits secteurs qui sont en eau, avec des flaques d'eau, mais qui ne coulent pas. Et à l'aval, on récupère un cours d'eau plus grand qui, cette fois, coule. Et pour faire un petit état des lieux dans le monde, en fait, les cours d'eau intermittents, ils sont vraiment naturellement présents dans le monde. Je vais vous donner un petit chiffre indicatif. En fait, il y a à peu près 64 millions de kilomètres de cours d'eau dans le monde. Et il y a une équipe internationale, enfin de chercheurs internationaux qui est notamment menée par Thibaut Datry, c'est un Français un peu référent des cours d'eau intermittents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des études menées par lui. Et en gros, son équipe, ils ont montré que la moitié du réseau hydrographique mondial est composé de rivières intermittentes ou de ruisseaux éphémères. Et ça, du coup, ces 50%-là, ils sont vraiment présents sous tout climat et sur tout continent. Donc c'est assez développé. Et par contre, il y a vraiment une méconnaissance de ces cours d'eau-là avec des problèmes de gestion, parce qu'en fait, ils ont prouvé qu'il y avait vraiment peu de données hydrologiques sur ces cours d'eau. En gros, dans le monde, il y a moins de 5% des stations hydrométriques, enfin des stations de débit, en fait, comme nous, on peut connaître sur Vigicru, qui sont sur des cours d'eau intermittents. Donc ça veut dire qu'ils sont assez compliqués à étudier. Et ces cours d'eau-là, ils sont aussi compliqués à étudier parce qu'il y a des écoulements qui sont rendus intermittents à cause de débits artificialisés, par exemple des barrages sur cours, ou aussi avec l'évolution climatique. On sait qu'il y a des cours d'eau avant qui n'étaient pas intermittents, qui maintenant le sont de plus en plus avec les réchauffements climatiques. Donc tout ça, ça fait que s'il y a une méconnaissance assez forte, et du coup pour l'instant, les cours d'eau intermittents, ils sont assez exclus des actions de restauration. Mais par contre, on voit qu'en fait, il y a de plus en plus de publications scientifiques sur ce type de cours d'eau. En gros, ce que je mettais là, les recherches, elles augmentent vraiment de manière exponentielle depuis les années 90. On voit qu'à la fois pour les... Donc ça, c'est les nombres de publications sur les cours d'eau intermittents. On voit qu'à la fois, ça augmente pour les invertébrés, pour la thématique des poissons, la biochimie et aussi tout ce qui est hydrologie. Du coup, ça peut être intéressant parce qu'on sait bien qu'il y a toujours un décalage en fait dans le temps entre le moment où il y a vraiment un focus des recherches scientifiques et ensuite la prise en main par vous, en fait, enfin par nous, les gestionnaires. Donc ça va peut-être mettre un peu de temps, mais là, ça risque de venir
Et puis en plus, c'est bien dans le contexte du réchauffement climatique, hein. Du coup, tout ça, on espère que ça va créer en fait des appels aux gestionnaires du coup pour une meilleure connaissance, une meilleure gestion et bah, pourquoi pas une meilleure restauration aussi, quoi. Maintenant, on va faire un petit point sur les cours d'eau intermittents en France. Et je vous ai pas dit, mais n'hésitez pas à m'interrompre, hein, si vous avez des questions. Levez pas la main, prenez la parole comme ça, ce sera plus rapide. Alors, en France, donc je mettais les cours d'eau intermittents, ils représentent, donc là c'est une fourchette assez large, hein, entre 28 et 43% du réseau hydrographique total. Et pareil, pour vous donner un petit chiffre indicatif, on a un peu plus de 400 000 km de cours d'eau en France métropolitaine. Donc sur la carte de gauche, là, on voit c'est toujours Thibaut Datry et ses collaborateurs qui ont fait ça. C'est une carte qui représente en gros le réseau hydrographique français susceptible de s'assécher ou qui s'assèche. Donc ça, c'est avec issu de modélisation assez complexe. Et cette carte, en gros, sur cette carte, on voit les régimes d'écoulement. Donc tout ce qui est bleu, c'est des écoulements périns qui sont censés ne pas s'assécher. Et tout ce qui est rouge, c'est des écoulements intermittents. Donc par définition, qui s'assèchent au moins une fois dans l'année, soit dans le temps, soit dans l'espace, comme j'expliquais tout à l'heure. Et du coup, ces modèles-là, ils ont pris en compte différentes variables environnementales, ce que je vous ai résumé là. Donc en gros, des variables géologiques. Donc on peut penser à tout ce qui est système karstique avec des grosses failles, ça peut accentuer l'infiltration de l'eau et du coup l'intermittence. Le relief, la pluviométrie, avec des climats qui sont plus ou moins secs ou l'intensité des pluies qui est vraiment différente partout en France, hein. Tout ce qui est occupation des sols, donc avec présence de nappes, aussi prélèvement, dépression, etc. Et du coup, on voit que les cours d'eau qui sont classés intermittents, pardon, et ben, en fait, ils ne sont pas cantonnés aux zones seulement les plus sèches, parce qu'il y en a un peu partout. Et je voulais faire un petit lien, là, si vous prenez, en gros, Bretagne, Pays de la Loire, un lien, tout à l'heure, on parlait d'occupation du sol, entre l'intermittence des cours d'eau et les pressions sur les masses d'eau de surface, notamment morphologie et continuité. On voit ici, donc c'est une carte issue de l'agence de l'eau, hein. Toutes les masses d'eau en bleu, c'est des masses d'eau avec peu de pression, voire, enfin, je ne veux pas dire une absence, mais peu de pression morphologique et continuité. Et on voit que celles-là, combinées au climat, à la géologie, le relief, elles sont quasiment tout le temps pérennes. Alors que les masses d'eau, chez nous, en Ille-et-Vilaine, on est là, hein, et puis plus principalement partout au Pays de la Loire, notamment en Vendée, là, elles sont quasiment toutes soumises à pression morphologique et continuité. Et du coup, non, il n'y a peut-être pas vraiment de causalité, mais en tout cas, on voit que ça correspond bien entre l'intermittence des écoulements et les pressions qu'elles subissent niveau morphologie continuité. C'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir les restaurer, celles-là. Donc, toujours en France, sur la même publication, ces chercheurs-là, ils ont étudié, donc là, vous voyez le petit graphique à droite, les variations mensuelles des jours sans débit il y avait une centaine de stations hydrologiques présentes sur les cours d'eau intermittents. Donc là, en gros, le graphique, il fait une moyenne générale sur les 123 stations. Pardon. Là, vous voyez, en abscisse, c'est les mois, et en ordonnée, ce que je vous disais, c'est le nombre total de jours sans débit pour les cours d'eau intermittents. Donc on voit que globalement, pour les stations en France, ça commence en juin, là, et à peu près 5 jours sans débit en moyenne. Et il y a un gros pic après en juillet, août, septembre, octobre. Et là, on voit que c'est août, septembre, c'est quasiment tous les jours, hein. C'est un peu plus de 25 sur 30. Et ça, ils ont démontré que les écoulements, du coup, les jours où il y avait des écoulements, ils étaient uniquement dépendants de la sévérité des étiages et des pluies orageuses. Donc en gros, s'il y a un orage ou pas, ça fait des pluies et l'écoulement il est balayé en 2-3 jours dans le cours d'eau intermittent. Et ça, c'est assez problématique parce que ça veut dire que les cours d'eau intermittents, c'est des grosses zones à risque de transfert de polluants. Donc chez nous, on voit que c'est assez problématique, ça, notamment en Ille-et-Vilaine. Donc raison de plus pour pouvoir les restaurer. Maintenant, je vais faire un petit point sur la sensibilité écologique, notamment biologique, des rivières intermittentes. Et ça a été prouvé que c'est extrêmement dépendant de la sévérité des étiages. En fait, là, vous voyez la figure à gauche, elle montre la diversité des différents groupes biologiques, donc à gauche, là, avec les différents groupes biologiques de chaque couleur, en fonction de la durée moyenne de mise en à sec d'un secteur de cours d'eau. Donc 100%, ça veut dire qu'il est totalement tout le temps à sec. Annual flow, c'est le débit annuel. Et 0%, ça veut dire qu'il ne l'est jamais.
Et on voit qu'il y a une diminution très forte de tous les groupes de diversité biologique quand la durée en ASEC augmente. Et ça, c'est vraiment variable, enfin, c'est valable. Il y a, pour les invertébrés benthiques, on voit que ça, c'est le maximum. Il y a aussi pour les invertébrés dans la zone hyporéique, les diatomées, les plantes et les poissons. Donc c'est vraiment vrai pour tout. Et du coup, c'était bien, je pense, de rappeler qu'il y a vraiment un intérêt du coup à retarder la rupture d'écoulement dans le temps. Ça, c'est vraiment important, par logique, pour le soutien des débits des cours d'eau un peu plus en aval, mais c'est aussi hyper important du coup pour le déroulement du cycle biologique de toutes ces espèces-là. En fait, il faut savoir que même quelques semaines d'eau en plus, ça aura vraiment un rôle salvateur. Là, je prenais l'exemple de la reproduction de la truite, Fario, chez nous. Elle va se reproduire plutôt l'hiver avec les alevins qui vont naître en début d'année. Et ben, si jamais le cours d'eau il est à sec à partir de fin mars, début avril, ça peut vraiment limiter le développement des alevins et la recolonisation des systèmes à l'aval. Alors que si le cours d'eau il est à sec un mois plus tard, par exemple en juin, ben, ça va permettre un taux de survie nettement supérieur. Ça, c'est assez intéressant. Et toujours, en fait, au niveau biodiversité, je disais que tout à l'heure, je disais que le principal facteur qui limitait la biodiversité sur ce type de cours d'eau, c'était la durée et la sévérité des étiages. Et du coup, il faut savoir qu'au niveau de la biodiversité, le déclin du nombre d'espèces, en fait, il s'effectue par paliers successifs qui sont associés à la déconnexion d'habitats de cours d'eau. Donc là, vous voyez, les deux graphiques sont vraiment liés. En fait, sur l'abscisse, là, vous voyez, donc c'est le nombre d'invertébrés total, et à droite, c'est le temps. Et en fait, il y a toujours des petits décrochés sur le nombre d'invertébrés présents dans le cours d'eau intermittent. Et ces décrochés-là, ils sont liés à la déconnexion d'habitat. Donc on voit le point 1, c'est la déconnexion de la végétation en berge. Donc c'est-à-dire que quand le cours d'eau baisse, les berges sont plus alimentées en eau, donc la végétation aquatique devient hors d'eau. On voit qu'il y a une petite baisse de la densité en invertébrés, mais entre guillemets, ça va encore. Le point 2, ça va être la déconnexion des radiers. Donc c'est quand il va rester de l'eau seulement dans les mouilles et on voit les radiers, il n'y a plus de surface en eau là. C'est le point de 2 à 3, cette flèche-là. Donc là, ça commence à bien plonger au niveau de la densité des invertébrés. Donc il va rester que les drying pools, c'est les mouilles en eau et les radiers à sec. Le troisième point qui est très problématique, le point 3 là, ça va être la perte de la surface totale en eau. Donc ça veut dire que à la fois la mouille ici ça sèche et les radiers ça sèche. Donc là on voit au niveau de la biodiversité c'est catastrophique pour les invertébrés benthiques. Et le dernier point, 4, celui-là ça résume un peu la mort entre guillemets de toutes les invertébrés, c'est l'assèchement de la zone hyporique. Donc la zone hyporique, vous savez, c'est tout ce qui est cailloux, bois, feuilles, limons, etc. Dans le fond du cours d'eau. Parce qu'en gros, on sait que l'eau circule en surface, mais elle circule aussi en subsurface dans cette zone hyporique. Et ce petit graphique-là, il résume bien du coup l'importance de conserver de l'eau à minima des séquences radier-mouille dans les cours d'eau. En gros, en fait, quand on voit ça, du coup, n'importe qui, quand on voit un cours d'eau qui coule pas, il pourrait penser qu'il est mort, alors que en fait, c'est faux. Tant qu'il y a un écoulement de subsurface, il y a encore de la vie dedans. Ça, c'est hyper important. Hein. C'est comme, imaginez-vous, enfin nous tous, quand il fait chaud, les gens qui ont des caves l'été, ils se mettent à la cave pour avoir de la fraîcheur. En gros, les invertébrés, c'est pareil. Ils essaient de descendre au maximum dans la colonne d'eau pour récupérer un écoulement qui permet l'oxygénation et qui permet la vie. Et maintenant, on va parler un petit peu recolonisation. Donc, en fait, je mettais voilà, la recolonisation, les organismes, ils peuvent revenir de plusieurs zones pour les cours d'eau qui sont intermittents. Ils peuvent revenir à la fois des refuges de l'amont. Si jamais l'amont tenait l'eau avec une belle séquence radier-mouille, eh ben, ils peuvent revenir en dévalant. Ils peuvent aussi revenir de l'aval, certains ont une capacité de colonisation vers l'amont. Ils peuvent venir du substrat, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, ils viennent se cacher dans tout ce qui est cailloux, bois, feuilles, limons, etc., dans le fond de la zone hyporéique. Et quand il y a moins de pression et que les conditions sont plus propices, ils peuvent remonter vers la surface pour recoloniser toute cette zone-là qui était avant à sec. Ou alors, ils peuvent aussi venir de l'air. Il ne faut pas oublier qu'il y a, pour les invertébrés, il y a souvent, pas tout le temps, hein, mais certaines espèces qui ont des cycles à la fois aquatiques et terrestres quand elles sont adultes.
Et du coup, ces cycles terrestres, souvent, ça se matérialise par des ailes et des capacités de vol pour la reproduction. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là, la recolonisation par l'air, qui est assez importante. Et il y avait des chercheurs, là, ça fait déjà un petit bout de temps, mais je pense que c'était important de le rappeler. Ils ont trouvé qu'en fait, il y avait des zones, quand les zones étaient vraiment préservées, ces zones-là, elles créaient des réservoirs de biodiversité. Et du coup, s'il y avait des pressions un peu partout sur les cours d'eau, notamment l'intermittence, c'était pas très grave, entre guillemets, parce que ces zones préservées, elles avaient vraiment une bonne capacité de recolonisation et qui était assez rapide. Donc, du coup, je vous ai mis en bas trois petites choses qui va résumer un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc là, vous voyez bien à travers l'exemple, c'est hyper important de pouvoir restaurer la séquence radis-mouille. C'est aussi notamment important de restaurer l'hydrologie du bassin, donc avec toutes les actions annexes sur le bassin versant, à la reconnexion aux zones humides, limiter les ruissellements, créer des haies, retenir l'eau, etc. Et en fait, il y a une autre technique de l'OFB qui a été faite il y a quelques années, que je vous transférerai à la fin, qui est hyper intéressante concernant la recommandation pour restaurer les cours d'eau intermittents. Du coup, je vais essayer de vous la résumer rapidement, mais vous l'aurez en complète. Après, je vais la transférer dans un mail et vous l'aurez à disposition. Donc, en gros, pour les ingénieurs de l'OFB, pour restaurer un cours d'eau intermittent, il y a certains points qui sont absolument essentiels à prendre en compte. Donc là, tout à l'heure, je vous disais restaurer l'alimentation en eau de la tête de bassin versant. Donc en fait, ça s'explique parce qu'il y a, il y a notamment en Ille-et-Vilaine, il y a certaines atteintes au fonctionnement hydrologique qui sont tellement puissants, on va dire, qu'on ne peut pas trouver une réponse efficace et durable seulement à l'échelle du liminaire de cours d'eau. Du coup, il faut réussir à limiter les prélèvements, limiter les vitesses d'écoulement en créant des haies, des talus, en restaurant les zones humides. Je sais que des fois, ça, c'est pas de votre ressort, mais c'est important de l'avoir en tête. C'est parce que si vous restaurez un cours d'eau intermittent et que vous repoussez la durée des étiages, mais que les étiages sont toujours présents et prononcés l'été, faut avoir en tête que c'est pas de votre faute, hein, c'est le bassin versant qui est complètement dégradé et ça aussi, il faut que les élus l'aient bien en tête. Le deuxième point, c'est qu'il est super important aussi de restaurer un tracé naturel dans le Talweg, donc dans le fond de vallée initial, et pouvoir à la fois reboucher partiellement ou totalement l'ancien lit s'il n'y a plus d'usage. Donc ça, ces actions-là, ça permet vraiment de retrouver un soutien optimal de la nappe, en fait, notamment par la reconnexion avec les zones humides qui sont riveraines. Et reboucher partiellement ou totalement l'ancien lit, faut pas oublier cet aspect-là qui est aussi important parce qu'il y a souvent un effet de drain, de drainage en fait des zones qui sont hyper profondes et des vitesses d'écoulement amplifiées dans les cours d'eau rectifiés. Donc si vous ne traitez pas ce problème-là, vous allez créer un nouveau lit, mais vous n'allez pas régler le problème du drainage, de la ressource en eau. Et ça, pour les cours d'eau intermittents, c'est vraiment problématique parce que déjà qu'ils ont peu de débit. Alors en plus, il y a de l'eau qui s'infiltre par drainage sur un ancien lit. Ça, c'est un peu rédhibitoire pour la restauration. Après, j'ai une question. oui, vas-y. Sur cet aspect de reboucher l'ancien lit, c'est Pauline Chabrier là, de Rennes Ouais. Métropole. Pour avoir discuté avec mon bureau d'études, eux, un peu, leur positionnement, c'est que c'est pas obligatoire, entre guillemets, en tout cas pas systématique. Et du coup, là, ça change un peu mon regard, d'autant plus que j'ai pas encore énormément d'expérience. Et, du coup, je m'interroge sur l'importance de faire ça systématiquement quoi, dans les travaux de remise en Talweg. Alors, est-ce qu'ils t'ont précisé quand ils ont dit que c'était pas important de reboucher le lit, ils t'ont parlé d'un rebouchage total ou de mise en place de bouchons ou... On évoquait plutôt le comblement total de l'ancien lit. Et, et eux, c'est vrai qu'ils n'avaient pas du tout ce discours d'importance par rapport au drainage, quoi. Donc, Ouais, alors c'est vrai que quand il va y avoir deux aspects, enfin, il va y avoir deux aspects. Je suis pas hégémonique, je vois deux aspects en tête, il y en a sûrement d'autres. Mais au niveau du comblement total, déjà, ça peut être important si tu si tu recrées un nouveau lit de cours d'eau juste à côté de l'ancien tracé. On sait qu'à quelques mètres d'écart, si le cours d'eau n'est pas comblé, là, l'effet drainant, il va être maximal.
Et parfois, et moi ça m'est arrivé de ne pas pouvoir reboucher totalement l'ancien lit, soit par choix, soit par contrainte. Souvent, il y a des contraintes de drain des exploitants quand on est en zone agricole où on va pas pouvoir le reboucher parce que sinon les drains s'écoulent plus. Et des fois, il y a des choix aussi où il y a des zones qui sont vraiment en manque d'annexe hydraulique ou en manque de mares. Et dans la restauration, on n'a pas réussi à négocier ça. Et du coup, on va se servir de l'ancien lit pour pouvoir créer des petits réservoirs de biodiversité, des petites annexes hydrauliques, des petites mares. Mais du coup, dans ces deux derniers cas, il est hyper important de pouvoir mettre beaucoup de bouchons d'argile successifs, assez rapprochés, pour limiter l'effet drainant. Parce Ok. qu'en fait, c'est pour ça, je pense qu'ils t'ont dit que le rebouchage total, il n'est pas tout le temps obligatoire. Et je sais qu'il y en a par choix qui ne le font pas et c'est défendable avec les arguments que je t'ai donnés là. Mais s'il n'y a pas des bouchons successifs au minima à quelques mètres d'écart, voire une dizaine de mètres max dans l'ancien lit, et ben ça, c'est vraiment problématique pour le drainage. Ok. En fait, si tu veux, il y en a beaucoup, ils voient l'effet drainant, on le voit beaucoup en latéral. En fait, si tu veux, comme il y a, c'est con parce que là je peux pas dessiner, mais comme il y a l'ancien lit est toujours beaucoup plus profond que celui que tu vas recréer. Oui, oui, On voit oui. le drainage latéral, en fait, comment dire, par la loi de la gravité, l'eau qui est attirée par le point le plus bas, en latéral, mais il y en a beaucoup qui oublient le drainage longitudinal. En fait, l'effet siphon. Si tu veux, si tu prends le sens de la pente, si jamais tu mets pas de bouchon dans ton ancien lit, eh ben, les lits rectifiés, comme ils n'ont pas de méandre, ils ont une pente toujours plus forte que le lit que tu vas recréer toi. Et du coup, cette pente plus forte-là, si elle n'est pas cassée par des bouchons, et ben en fait, c'est l'effet siphon, si tu veux, l'effet aspiration d'eau qui crée le drainage longitudinal. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Et pourtant, c'est hyper important. Tu as à la fois le drainage latéral, que tout le monde a bien en tête, mais il faut surtout pas oublier le drainage longitudinal. Et ce drainage en longitudinal-là, il peut être cassé par des bouchons d'argile successifs. Et du coup, ça répond à ta problématique de ne pas combler le lit totalement. Ok, merci. Après, ce que tu présentes, Mathieu, c'est peut-être quand il y a vraiment un enjeu rivière intermittente. Peut-être que là, le bureau d'études, il considérait que le cours d'eau concerné, il n'a pas ce problème de rivière intermittente. Je ne sais pas. Si, tu as raison, c'est une super remarque, hein, Bruno. Ils ont peut-être considéré que le cours d'eau il a un débit déjà conséquent et qui durait toute l'année. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est moins important le comblement total, parce qu'on sait que le fil d'eau sera toujours présent dans le cours d'eau. Mais faut quand même pas oublier cet aspect de bouchon au moins successif que j'aurais tendance à préconiser, sachant que on sait que quand on fait de la restauration, des fois, on ne revient pas sur nos anciens secteurs, hein, parce tout le monde a plein de travail. Et le fait de mettre plusieurs bouchons, en plus de limiter le drainage, ça permet aussi d'avoir une petite sauvegarde. Si jamais le premier gros bouchon saute, et bah, au moins, il y en a un juste après qui tient la route encore, quoi. Mhm. Donc, en fait, il faut leur envoyer tes présentations et tes vidéos au bureau d'études. Non, enfin, À tous non, les c'est bureaux pas d'études. ça. Non, enfin, c'est pas le but. C'est important qu'ils soient formés aussi, parce qu'on fait appel à eux. Donc, s'ils n'ont pas les connaissances Ouais, mais complètes. moi je trouve que c'est plus important en fait que plutôt nous, en tant que gestionnaire, on a une capacité de revenir sur leur travail, de dire non, non, enfin, Ouais. ce que vous avez fait est bien, mais par contre là, j'ai un autre avis. En fait, c'est d'avoir un recul sur ce qu'est fait le bureau d'études. En fait, il y a des fois, ça me pose un peu souci, je vais t'avouer. Je pense que certains d'entre nous manquent de recul par rapport à ce qui est préconisé par des bureaux d'études. C'est pas parce qu'ils ont l'étiquette ou la casquette bureau d'études que ce qu'ils font, c'est hyper pointilleux. On sait qu'ils ont beaucoup de compétences dans plein de choses, mais l'hydromorphologie, c'est un secteur qui est assez particulier. Et il ne faut pas oublier que c'est pas parce que nous, on est simple gestionnaire ou simple technicien milieu aquatique que notre avis sera forcément moins bien que celui du bureau d'études, qui des fois a l'habitude de faire des mesures compensatoires ou des trucs toujours un peu dans les mêmes cases, on va dire. Et je pense que vraiment avoir. Là, le but, c'est pas. Moi, je veux pas former les bureaux d'études, mais je veux que nous, en tant que gestionnaires, on soit capable d'avoir un recul sur ce qu'ils font et de pas forcément être d'accord avec eux et de pouvoir amener des arguments pour. Parce qu'au final, c'est vous le demandeur, en fait. Florent Tortra, juste une petite précision pour les bouchons. Donc, pour éviter aussi ce drainage longitudinal, faut bien faire attention à purger un peu l'ancien lit afin
de s'assurer qu'il n'y ait pas d'écoulement en dessous le bouchon, quoi. En Oui. tout cas, à certains endroits, pour bien bloquer ces effets de drainage, quoi. Et, Oui, t'as raison. Et d'ailleurs, c'est Laetitia Citeau, Ouais. même structure que Florent. Pour les lits très incisés, je me posais la question, quand on fait le choix de mettre en place des bouchons, est-ce qu'il ne faut pas du coup rehausser quand même un peu le fond du lit avant de faire les bouchons? Bah, moi, j'aurais tendance à te dire, tant que tu peux le rehausser le fond du lit, fais-le, quoi, parce que Mm. en fait, le truc, c'est que si on garde ce que je te disais tout à l'heure, moi, j'aurais la vision, si tu gardes l'ancien lit, c'est qu'il y a les deux contraintes. Enfin, c'est qu'il y a soit la contrainte du drainage par l'exploitant où il y a des collecteurs qui jettent, ou soit que tu veux créer une annexe hydraulique ou une Mm. mare. On sait que la mare, elle va pas être viable si elle fait 1,50 m de large et 3 Ouais. mètres de profondeur Bah, clairement, ouais. en Ouais. berge verticale. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut le rehausser. Et par contre, avoir justement, là par contre, si tu as la contrainte collecteur de drain, jusqu'où sont les collecteurs s'ils se jettent 1 m Après, ils au-dessus ne du sont pas à fond. 3 mètres, quoi, donc ça va. Oui, voilà, c'est ça. S'ils se jettent 1 m au-dessus du fond, tu peux. Enfin, moi, j'aurais tendance après, c'est que mon avis, hein, mais j'aurais tendance à te dire d'essayer de rehausser au maximum et de rajouter ces bouchons par-dessus. Comme disait Florent, là, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais de surtout pas mettre les bouchons sur Bah, des sur le zones granulat. vaseuses parce que Ouais. ben, Ouais. Ou sinon, même la zone enfin, si on a du granulat, il faut oui, bah, l'enlever avant, ouais. oui, bien sûr, bah oui, tu le récupères. Ouais. Mais parce que nous, la contrainte aussi, autre contrainte pour pouvoir, qui nous empêche de reboucher en plein, c'est l'accès, la présence d'une répisylve et puis comment dire, si on peut récupérer ou pas du remblai, parce que quand on est sur des lits très incisés, les déblais pour créer le nouveau lit ne suffisent pas pour reboucher l'ancien lit. Et donc, il faut faire des apports de terre assez conséquents parfois pour reboucher l'ancien lit. Bah ça peut être la problématique, comme tu dis, des fois on choisit la technique des bouchons par contrainte de manque de matériaux aussi, hein. Oui, tout à fait. C'est même une des premières contraintes des fois. Ouais. Bah, après, voilà, ça, il n'y a pas de vérité dans ce que je dis. Il faut s'adapter par rapport aux différentes contraintes qu'on a sur le terrain, quoi. Mais dans le monde imaginaire, si on n'avait pas du tout de contraintes, ce serait bien de prendre en compte, quoi. Eh ben, il faut le faire en plein, hein, de toute manière, Ouais. clairement, pour éviter effectivement tout drainage, que ça soit longitudinal ou autre. Ouais, du coup, je peux continuer. Vous avez d'autres questions sur l'ancien lit? Non, c'est bon. Moi, c'est Florent. Ouais. Je rebouche en plein, oui. Par contre, faut vraiment penser aux annexes. C'est des endroits où on peut vraiment remettre quand même une biodiversité avec des petites mares et même si on fait ça vraiment de manière isolée, ça peut être quand même intéressant de garder certains secteurs qui sont pas complètement rebouchés, quoi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on Ouais, réussit pas à négocier des annexes hydrauliques ou des mares sur les côtés, il faut s'en servir, quoi. Faut, entre guillemets, profiter de la présence du lit rectifié pour essayer de faire quelque chose de mieux, quoi. Du coup, là, j'étais arrivé au 4e point et je vais pas trop m'attarder dessus. En fait, c'était, je disais, restaurer le profil en long sous la forme de séquences radis-mouille. Parce je vous ai j'ai essayé de vous démontrer tout à l'heure l'importance radis-mouille pour la biodiversité. On sait aussi que c'est hyper important pour les échanges interstitiels, hein, sur la qualité d'eau, sur les échanges entre surface et eau souterraine qui se développent. Et je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de questions et ça fera l'objet du prochain Journal Club, en fait, restaurer la séquence radis-mouille. Donc voilà, je pourrais en parler pendant une demi-heure, mais il faudra attendre un petit peu quelques semaines avant qu'on puisse faire le prochain. Et préconisation suivante, c'était de retrouver un gabarit de lit adapté avec éventuellement un lit d'étiage. Donc gabarit de lit adapté, souvent chez nous, on prend des fréquences de crue biennales ou un petit peu moins en fonction de nos contraintes. Mais bon, voilà, ça après, c'est des notions que vous connaissez tous, pareil, je ne vais pas trop développer. Et par contre, le point sur le lit d'étiage, je pense que ça peut être intéressant de l'avoir en tête.
Parce que quand on est sur des toutes petites têtes de bassin, des lits qui vont faire 10 cm de profondeur et 25 cm ou 30 cm de large, le lit d'étiage, il risque de se faire tout seul dans la recharge. Hein. Enfin, c'est compliqué de le modéliser, de le calculer, de le créer. Mais par contre, ça peut arriver. Peu d'entre nous ont l'occasion de faire ces travaux, mais ça peut arriver de remettre dans le Talweg ou de recréer vraiment des gros lits à rang de Strahler 4, 5, avec des cours d'eau qui vont faire plus de 2 mètres. Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant, si vous avez le temps, si vous vous sentez à l'aise, en phase chantier, de recréer un lit d'étiage qui puisse condenser, justement, concentrer ces écoulements avant l'intermittence, pour essayer, comme je disais tout à l'heure, de repousser le moment où le cours d'eau sera totalement à sec, pour essayer de limiter le stress sur la biodiversité. Et point important aussi, je m'étais porté vigilance sur les matériaux granulométriques utilisés. Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de séquences, je vous parlais de séquences radimouille, de recharge granulométrique. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, pour les cours d'eau dont le débit d'étiage, pour les cours d'eau intermittents, le débit d'étiage, à un moment, il va être extrêmement faible parce qu'il va passer à 0 pendant l'été. Et si on emploie des matériaux trop grossiers, avec des proportions très élevées de gros cailloux, de blocs et très très peu de petits graviers fins ou de sable, et ben en fait ça va vraiment être problématique parce que ça va accentuer l'écoulement souterrain. En fait, on va avoir une perte du fil d'eau par écoulement de subsurface. Donc pour la qualité d'eau, c'est pas trop problématique, on va dire entre guillemets, mais par contre pour la biodiversité, c'est extrêmement important de pouvoir garder un fil d'eau au moins dans les mouilles, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc par conséquent, là, il faudra vraiment s'assurer que la recharge granulométrique elle présente une bonne proportion de fin et de grossier pour éviter les pertes d'écoulement. Et je m'étais après favoriser l'ombrage, hein, ça c'est juste comment dire, comme il y a moins d'eau, moins de débit, l'eau a tendance à se réchauffer, donc le taux d'oxygène dissous, vous savez bien qu'il diminue extrêmement quand l'eau se réchauffe. Et comme ces cours d'eau intermittents, ils ont un faible débit, il ne faut pas oublier d'implanter une ripisylve, à minima à rive sud, pour pouvoir essayer de contrer les effets de l'ensoleillement pendant l'été. Et puis, la ripisylve, ça a beaucoup d'autres avantages, comme le maintien des berges, l'augmentation de la rugosité, l'apport de carbone dans le milieu, de bois mort, etc. etc. Donc voilà, vraiment essayer de favoriser la plantation de ripisylve au bord de ces petits cours d'eau-là. Et voilà, j'ai fini, j'ai mis un petit temps d'échange, mais voilà, en gros, ça, c'est finir sur cette diapo-là, c'est vraiment les préconisations, on va dire, issues de la note technique de l'OFB que je vous transférerai pour la restauration des cours d'eau intermittents. Donc voilà, merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur certains points. Je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a beaucoup de techniciens, techniciennes, milieu aquatique là qu'on fait ce genre de travaux en prenant en compte cet aspect-là, qui pourrait éventuellement faire un petit retour d'expérience par rapport à ce qui a été dit et présenté par Mathieu? C'est dommage, Nicolas Sourdin de la Loisance-Minette, il n'est pas là parce que lui, il a un super chantier cette année. Là, de mémoire, il doit avoir 600 mètres de recréation de nouveaux lits d'un cours d'eau intermittent par remise dans le Talweg et reméandrage. Donc, si le chantier se passe bien, déjà, si le chantier se déroule cet été sans problème et que tout se passe bien, je pense qu'on pourra imager ce journal club par un retour d'expérience et une visite de son chantier. Ça pourrait être vraiment top parce que il n'y a pas beaucoup de cours d'eau intermittents qui sont restaurés. Et lui, là, il nous fait une restauration de grande ampleur dans le nord du département. Donc, ça peut être intéressant à aller voir. Peut-être aussi, tu as raison Mathieu, peut-être aussi que, je ne sais pas si l'équipe du CIRVA est connectée, mais ça pourrait être bien de communiquer aussi sur les actions qui sont menées là en forêt de l'IFRE. Parce que tout ce que tu as présenté, c'est vraiment l'objectif qui va être recherché par des travaux assez importants qui vont être menés cet été, pour vraiment restaurer des cours d'eau intermittents en forêt. Voilà, comme tu l'expliquais très bien Mathieu, pour pouvoir prolonger déjà de plusieurs semaines, on espère, la période d'écoulement sur ces cours d'eau-là. C'est hyper important. Je ne sais pas si Alisa ou Romain.
Salut Richard, on est là avec Romain. Ok, salut. On est tous ensemble, mais du coup, voilà, c'est ça. On voulait aussi compléter pour dire que cette année, on avait des travaux de restauration de cours d'eau intermittents. Et voilà, donc le but, ce sera de remettre dans le Telveg le cours d'eau et de restaurer la zone humide à côté. Sur des linéaires, tu peux préciser? Moi, j'ai plus les linéaires en tête, mais c'est des linéaires importants, là, du coup, de cours d'eau qui vont être restaurés avec l'accord de l'ONF, quoi. Ouais. Sur les linéaires, en tout, on va être à peu près aux alentours de 1500 mètres linéaires. Et puis, du coup, une quarantaine d'hectares de zone humide restaurée avec toute la technique des bouchons successifs. Voilà. Il y a Maxime aussi, c'est Laetitia du syndicat Illet de la Flume. Maxime aussi en forêt de Liffré, donc côté du coup Illet, qui travaille justement à la restauration des cours d'eau intermittents en forêt de Liffré aussi. Ok. C'est hyper intéressant tous ces travaux-là menés en forêt parce que sans le savoir, je sais qu'en parallèle, il y a des études qui sont menées, des études de modélisation de zones humides qui sont menées en forêt de Liffré, justement. Donc, voilà, je ne sais pas sur quel secteur exactement cela se trouve, si c'est sur le versant Illet ou Chevré. Mais en tous les cas, peut-être qu'il y aura peut-être des liens à faire aussi à la suite de ces travaux, des liens à faire avec les études en cours, quoi. Qui est-ce qui mène ces Je vais me renseigner, études? je ne sais plus quel organisme d'État mène ces travaux-là, mais ça peut être hyper intéressant. Maxime, tu peux peut-être indiquer le suivi qui va être mis en place parce qu'il va y avoir un suivi spécifique justement de l'efficacité des travaux qui sont menés par Maxime en forêt de Liffré. Tu peux peut-être expliquer, Maxime? Oui, complètement. Oui, tu me dis si je me trompe, Mathieu, mais le fond d'écran, là, c'est un cours d'eau intermittent qui est en forêt de Liffré. C'est bien ça, Mathieu? Non, c'est un cours d'eau en forêt de Corbière. Ah, d'accord. À l'est du département. Mais à ta décharge, ils se ressemblent tous en forêt, c'est pour ça. Ok. Non, l'idée, c'est de faire un suivi, notamment des nappes. Donc, on a un projet LIDAR qui est en cours, donc sur toute la forêt de Rennes, avec un suivi notamment de recensement de tous les fossés qu'il peut y avoir en forêt de Rennes, donc toutes les parties drainantes, parce que on a du mal à avoir de l'eau une bonne partie de l'année, même sur des cours d'eau qui sont assez conséquents. Et il y a une autre partie qui sera faite sur tout le suivi des nappes, notamment avec l'installation des piézomètres avec des sondes sur toute la forêt de Rennes, donc une dizaine de piézos qui seront installés. Donc pour voir l'efficacité des travaux, voir un petit peu comment évoluent les nappes, voilà, faire un suivi de diagnostic vraiment sur la partie hydraulique du bassin versant. Ouais, tu as raison, Maxime. Merci d'avoir précisé ça. C'est super important, cette notion de suivi. Je ne l'ai pas abordé parce que j'essaie de concentrer un peu le temps de parole, mais c'est vrai que c'est ce qui manque beaucoup. En fait, je disais souvent que j'avais fait ces petits journaux à club là sur les cours d'eau intermittents parce que je trouvais que à la fois que ce soit pour les bureaux d'études ou par les études qui sont faites en régie par certaines structures, ces cours d'eau-là, ils ont tendance à être oubliés de la programmation d'action parce que moi, j'ai trop souvent entendu dire « Ah, il n'y a pas d'eau, ça coule pas l'été, c'est pas intéressant de le restaurer ». Alors qu'il ne faut pas oublier qualité, quantité d'eau et biodiversité. Et le problème, c'est qu'il y a aussi un aspect, donc là, je disais, qui est oublié un peu des contrats territoriaux, c'est le suivi. Le suivi, on entend souvent suivi biologique, mais suivi morphologique, suivi de l'évolution des nappes, comme tu as précisé, là, c'est hyper important. Et notamment pour les petits cours d'eau intermittents, je sais que c'est dommage qu'il ne soit pas là, mais toujours pareil, le même Nicolas Sourdin, il a réalisé un petit suivi, un état initial, un peu sous la forme du protocole ONDE. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un protocole développé par l'OFB là, depuis quelques années. ONDE, c'est Observatoire National des Écoulements, je crois, ONDE. Et en fait, chaque semaine, donc l'avantage c'est que son cours d'eau, il est pas loin du syndicat, il se déplace sur le même secteur et il regarde, en fait, il a une classification
cours d'eau qui coule pas et cours d'eau complètement asséché. Il fait une petite mesure au droit d'un ouvrage, toujours au même endroit. Et ça lui fait son suivi, en fait, son état initial avant restauration. Et une fois que le cours d'eau sera restauré dans le Talweg avec la reconnexion de toutes les zones humides autour, il va faire le même suivi pour voir si au bout de quelques années, enfin déjà en année N+1 et même au bout de quelques années, on voit l'évolution d'assèchement, s'il y a une rupture d'écoulement plus tard dans le temps et si cette rupture elle est moins intense et d'une durée assez limitée. Ça veut dire que votre restauration elle est hyper efficace. Mais pour pouvoir prouver ça, bah, faut avoir le temps de faire un état initial et un suivi. Parce que sinon, on peut dire qu'on restaure le cours d'eau, mais pas grand-chose qui prouve que ce qu'on fait, c'est bien. Enfin, nous, on le sait que c'est bien, mais ça permet de communiquer aussi et de prouver par A plus B que oui, notre restauration, elle est vraiment efficace, quoi. Donc voilà, je pense que c'était important de le préciser, pas oublier ces petits aspects de suivi là. Mais je sais que tu l'as bien en tête, Maxime, hein, mais c'était pour tout le monde. Oui. Et juste pour compléter, tu sais, sur l'histoire des bouchons, l'idée aussi, ça sera de comparer plusieurs zones de travaux, là où il y a eu des bouchons donc, qui ont été faits sur l'ancien cours d'eau, mais aussi faire des remises en plein et certains complètement ne pas reboucher l'ancien cours d'eau et voir avec le suivi piezo, en fonction des niveaux de nappe, est-ce que ça a un impact, le fait d'avoir des bouchons, de pas, enfin, sur l'effet drainant quoi, de ces parties-là. Ok. Bon, bah, c'est top, tu me diras, je veux bien participer ou avoir les résultats, au moins ça m'intéresse vachement Ouais. ça. Enfin, tout m'intéresse, je ne peux pas tout faire, mais ça en particulier. Pas de souci. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire une remarque ou prendre la parole, sinon on va pouvoir clôturer peut-être. Juste Mathieu, c'est encore Laetitia. Je me posais du coup ce que tu nous as présenté là, je me disais ça serait pas mal en fait en termes, parce que là on se focalise sur l'hydraulique en termes de suivi, mais finalement l'indicateur IBGN peut être un bon indicateur aussi à suivre sur ces cours d'eau intermittents avant et après restauration. Ouais, alors moi je vais pas te le cacher, beaucoup de compétences en hydromorphologie, mais tout ce qui est biologie c'est très 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 limité. Et je suis pas vraiment à l'aise pour parler des IBGN en fait. Je maîtrise pas assez ça bah, pour compléter tes propos, quoi. Ouais, c'est Bruno là pour l'IBGN, ça va. En fait, il va beaucoup dépendre aussi de la saisonnalité sur le mois sur lequel l'IBGN va être prélevé. On va pas avoir forcément les mêmes cortèges d'espèces. Si ils sont faits en tout début de saison, vers la fin mai, début juin, ou au mois d'août ou septembre, pour les cours d'eau qui sont encore en eau, on peut se retrouver avec des notes I2, M2 complètement différentes parce que les cortèges d'espèces sont pas les mêmes en termes de... Voilà, il y a des espèces qui apparaissent plus tard dans la saison, en plein été. Donc, ouais, ça peut être un bon indicateur. Je suis d'accord avec toi sur la théorie. Après, il faut qu'on garde les mêmes protocoles avec éventuellement les mêmes périodes de prélèvement pour pouvoir comparer des choses comparables dans le temps. Mais effectivement, ça peut être un bon indicateur. Tout comme les diatomées, on a vu sur une des premières diapos là, de Mathieu, le cortège diatomée, c'est celui qui va rester le plus longtemps, enfin qui est a priori le moins sensible sur le graphique. On voyait que ce cortège-là, même quand il n'y a plus d'eau, il reste quand même un petit peu. Voilà, c'est la ligne jaune, c'est celle qui est la plus haute quand il n'y a plus d'eau. Donc voilà, même le diatomée, l'IBD peut être aussi intéressant, je pense, dans ce cadre-là. Et je me posais la question, la modélisation qui a été faite par Datry, là on le voit à l'échelle de la France. Ouais. Alors déjà, est-ce qu'ils ont regardé le graphique à droite, les écoulements, enfin la durée des écoulements en fonction des mois? Est-ce qu'ils ont comparé dans le temps aussi? Est-ce qu'ils voient une évolution du fait des changements climatiques, enfin voilà, de ces durées d'ASEC?
Et puis deuxième question, là, cette modélisation, elle est à gauche. Est-ce qu'on pourrait l'avoir à une échelle plus précise, à l'échelle de nos masses d'eau, ou alors c'est trop fin, quoi. On dirait l'État écologique en Bretagne, là. Ouais. Rouge à l'est et bleu à l'ouest. Ouais, mais c'est. Alors, concernant la modélisation, alors là, c'est vrai que j'ai plus les biblios sous les yeux parce que je note pas tout quand même. Mais pour répondre à ta deuxième question au niveau de la modélisation, là, je pense que tu peux avoir quelque chose d'un peu plus précis. Ça apparaissait pas dans la biblio, mais en fait, si tu veux, les modèles là, pour t'expliquer brièvement, pour sortir l'écoulement bleu ou rouge. En fait, c'est des. J'avais noté ça, mais je me souviens plus trop. En gros, ils utilisent des régressions linéaires, ça s'appelle des modèles RF. Et en fait, ils prennent un seuil de 35%, donc un 0,35. Et en fait, si c'est inférieur, si leur modèle par cours d'eau, il sort une valeur inférieure à 35%, ça veut dire que l'écoulement, ils l'ont considéré comme périn, il y avait peu de risque d'assèchement. Et si ce modèle sort un pourcentage supérieur à 0,35%, enfin à 35% d'intermittence, ils l'ont considéré comme intermittent avec des forts risques d'assèchement au moins une journée dans l'année, tu vois. Donc c'est comme ça qu'ils ont déterminé leur écoulement intermittent ou périn. Donc ça, c'est à l'échelle de la France, mais je pense que comme c'est un modèle sur des linéaires de cours d'eau, moi je suis en incapacité totale de le faire, mais il y a certainement moyen avec toutes ces variables-là, d'avoir des choses plus précises à des échelles plus fines en tout cas. Parce que c'est assez, du coup, ça peut être assez pédagogique aussi, hein, même pour nos élus. Bah ouais, je sais qu'ils l'ont fait à l'échelle mondiale. J'ai pas mis la carte là, mais c'était dans l'intro. J'ai pas mis la carte, mais ils ont fait le même modèle à l'échelle mondiale pour déterminer leurs 50% de réseau hydrographique intermittent. Ils l'ont fait en France. Après, je pense qu'il y a moyen de le faire plus précisément, mais moi je suis incapable de le faire. Je pense que quand ils mettent des années à faire leur modèle et sortir leur publication, faudrait se tourner vers eux, mais je sais pas trop. Enfin, ça reste une question ouverte. Là, je sais pas trop quoi te répondre. Et Non. pour ta première question, pareil, je suis désolé, j'amène pas beaucoup de précision. Je sais plus sur combien d'années ils ont fait cette étude. Il me semble qu'il pourrait avoir des trucs assez, comment dire, fins comme ça. Les variations, du coup, je t'ai dit, ils ont pris, donc c'était sur 123 stations hydrologiques présentes sur les cours d'eau intermittents. C'est les moyennes des 123 stations, mais il me semble que c'est fait pour une seule période. une seule année hydrologique, quoi. Ah, une seule année ou une seule période. Oui, voilà. Oui. La moyenne interannuelle. Ouais. Mais désolé, je ne peux pas trop apporter plus de précision. Je pourrais regarder et te redire si tu veux plus tard, mais là, comme ça, je peux pas. Non, bah on regardera la publi. Elles sont de toute façon à la fin, là, je vous remets les publis si vous êtes intéressés. C'est tout ce que je mets là, c'est trouvable sur Google Scholar, hein, c'est en libre accès. Okay. Et il y a Océane, je crois, qui avait une question. Tu peux parler sans lever la main, Océane. Non, bah Romain, je sais pas, tu as levé la main si tu veux intervenir. Ouais, merci. C'était peut-être un petit coup batterie, on l'a fait intervenir via le CRECEB au dernier CGLE, du coup sur les rivières intermittentes, et mais c'était un exposé beaucoup plus global que ce que tu as fait là, qui était beaucoup plus précis, beaucoup plus contextualisé au département, quoi. Et donc du coup, voilà, au besoin, on peut faire le relais, nous, pour le recontacter, si il y a des questions de savoir à quelle échelle sont disponibles les résultats des modèles et tout ça. Et sinon, je voulais repréciser qu'effectivement, il avait bien, par rapport aux questions sur les bioindicateurs, il avait précisé dans son exposé que l'intermittence des cours d'eau challengeait la bioindication, en fait, parce qu'effectivement, selon la permanence de l'écoulement des cours d'eau, les indicateurs biologiques habituels réagissaient plus ou moins fortement, et donc ça posait, d'après lui, des nouvelles questions. Voilà, je ne peux pas en dire plus, moi je ne suis pas du spécialiste, mais en tout cas il avait souligné ce que vous avez mentionné aussi dans vos échanges là. Et puis un autre point, c'est que Christophe Piscard de l'Université de Rennes était intervenu aussi sur ces questions d'intermittence et d'ASSEC à une journée CRECEB en 2019. Et il avait mentionné
fait sur la géochimie aussi. Donc les chercheurs s'intéressent pas mal à cet aspect-là, dans la mesure où, suite à un siècle, la provoque un boom en fait, d'activité biologique, qualitatif et les relargages de CO2. Et donc il y a aussi des questions de recherche autour de cette question qualitative liée aux ASEC et à l'intermittence, quoi. Merci beaucoup pour ton intervention, Romain. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais oui, Laetitia, il ne faut pas hésiter à se tourner vers le CRECEB, hein. Romain, il a beaucoup de contacts avec les chercheurs. Donc, c'est vrai que moi, c'est limité, hein. Lui, il a comment dire, un gros agenda. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il peut facilement te mettre en relation. Enfin, facilement. Il peut plus facilement que moi, en tout cas, te mettre en relation avec des chercheurs pour pouvoir justement répondre à tes questions qui sont trop précises pour mon échelle, quoi. Non, mais Donc, faut pas hésiter. Il est là pour ça. Je pense que Romain, ça le dérangera pas, comme il a précisé, et je le remercie d'ailleurs. il y a un site atelier sur Vignoc, justement, il y a Christophe Piscard qui travaille sur le ruisseau du Padelan, qui est un tout petit ruisseau qu'on a remis dans son talweg. Mais il y a plusieurs équipes qui travaillent sur ce site atelier, donc j'attends avec impatience le rapport. Le rapport bilan des suivis qu'ils ont fait depuis plusieurs années sur ce cours d'eau et notamment sur la question des IBGN. Ça peut être intéressant aussi sur ce cours d'eau d'avoir ce retour sur plusieurs années. Et j'ai vu qu'il y a Océane, du coup, qui a un problème de micro. Elle a posé sa question dans le chat là. Elle demandait, du coup, je la lis à haute voix. Elle avait une question sur le remblai la technique de remblai par les bouchons successifs dans l'ancien lit. Elle demandait s'il y avait interdiction de curage ou pas suite à ça, et s'il y avait un statut des marques qui était créé. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut lui répondre. En tout cas, moi, je ne sais pas trop. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries parce que jusqu'à présent, comme l'ancien lit avait plus classification plus de classification de cours d'eau, moi j'avais tendance à dire à l'exploitant que il pouvait curer ponctuellement la sortie des drains. Donc souvent ça passait bien, hein, ça le faisait accepter la restauration. Parce que du coup c'était juste des zones mortes entre guillemets, mais je sais pas si elles deviennent un statut de mare et du coup, enfin je sais pas, je m'embrouille. Je sais pas si quelqu'un peut lui répondre, mais je j'ai pas la réponse par rapport à la loi sur l'eau en tout cas. Oui, bah, c'est Richard. Du coup, moi, je pense pas qu'il soit interdit de creuser une mare. Souvent, ça arrive qu'elle soit justement pour améliorer leur fonctionnalité. Voilà, c'est même logique pour l'entretien, de les recreuser ou de les recurer. Bah ouais, c'est ce que je pense aussi. Surtout que là, on parle de mare entre guillemets parce qu'elle fait 5-6 mètres de long entre les bouchons et l'emprise de l'ancien lit en fait. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas d'interdiction. Mais je me renseignerai auprès des gars de l'OFB. Ça peut être intéressant et je te tiendrai au courant du coup. Mais il me semble qu'il n'y a rien qui l'interdit. C'est Florent, non, normalement il n'y a rien qui l'interdit. C'est sûr que une mare, ça s'entretient, parce que sinon ça se comble et ça disparaît. Par contre, faut faire attention à ce qu'on appelle curage. Il y a aussi l'aspect biodiversité et espèces protégées. Normalement, on y trouve des amphibiens. Et donc, il ne faut pas non plus détruire leur habitat en curant de manière trop intensive, quoi. Ouais. Bah, je pense que quand il dit curage, enfin, je sais pas ce que tu en penses, je pense que eux, ils voient ça comme un coup de pelle à la sortie du collecteur de drain pour enlever juste la vase enfin, l'atterrissement qui s'est créé dedans pour que ça continue à bien chasser, quoi, je pense. Après, c'est vrai que des fois, il y en a qui ont des définitions un peu extrêmes, des comportements excessifs, mais si ça se limite à ça, en tout cas, comme tu dis, Florent, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, quoi. Voilà, bah écoutez, est-ce que quelqu'un veut intervenir avant qu'on quitte ou pas? Parce que je sais qu'il y a la journée transversale cet après-midi qu'on va pas trop s'éterniser.
Juste rapidement, encore moi, Richard, de la Fédé, pour dire que je trouvais vraiment la présentation que tu venais de faire voilà, comme hyper pédagogique. Et puis voilà, donc là, on voit qu'il y a eu un temps d'échange derrière, mais c'est quelque chose qui peut être aussi assez court et qui peut faire passer quand même pas mal de messages, et notamment aux élus. Laetitia en parlait tout à l'heure. Et du coup, je m'interrogeais, moi, sur l'opportunité de... Alors voilà, je dis ce que je pense pendant la petite réunion, là, mais je m'interrogeais sur l'opportunité que tu interviennes, par exemple, en comité de pilotage annuel pour vraiment sensibiliser les élus à cette thématique. Voilà, et notamment au regard de, je trouve, voilà, il y a aussi une pression urbaine qui est très forte autour de Rennes. Donc voilà, donc pour aussi une prise de conscience des élus par rapport à la thématique dont on a parlé ce matin, par rapport à des travaux notamment qui peuvent être portés par les communes et leurs projets d'aménagement. Oula, sujet glissant là. Non, merci Richard, hein, merci, ça fait plaisir, mais je vais parler aussi comme ça, ce qui me passe par la tête, c'est vrai que tu sais comment ça se passe là, c'est un peu galère niveau timing. Et moi, ça me dérange pas d'intervenir par-ci, par-là, mais bon, enfin là, ce que je vous présente, moi, ça me demande énormément de temps de préparation quand même, de travail, parce que la Bible en anglais, c'est pas hyper facile. Et quand on me demande d'intervenir, enfin si c'est via une structure porteuse de contrat, et d'ailleurs, je le rappelle là, il faut bien que tous les techniciens milieu aquatique ont en tête que si j'interviens pour ça, ça fait du temps en moins pour eux, quoi, hein, parce que je peux pas me dédoubler, quoi. Donc, après, c'est peut-être une présentation qui peut être reprise par les du coup les animateurs ou techniciens de rivière des syndicats de bassin versant. Alors j'entends bien Laetitia, sujet glissant, hein, mais après c'est bien qu'on en parle entre nous. Mais l'idée derrière, c'est bien aussi de convaincre les élus pour qu'il y ait aussi un inversement de la tendance. Ouais, mais effectivement, c'est peut-être à nous de reprendre quelques éléments de la présentation qui semblent assez parlants. Pour les élus, nous, on peut le faire tout à fait dans nos comités syndicaux. Et alors, sujet glissant dans le sens où, surtout en Ille-et-Vilaine, c'est toujours rattaché à la notion d'acceptabilité du milieu et notamment sur des cours d'eau intermittents qui sont encore plus sensibles par rapport au rejet qu'on peut avoir dans ces cours d'eau. Je pense notamment à l'assainissement, à l'agroalimentaire. On a un petit sujet sensible qui va arriver sur l'Ifré avec l'installation de Bridor sur les sources de l'Illet. Et puis, il y a une partie qui va aussi sur le Chevré. Ça pose question. Donc, c'est un sujet un peu sensible par rapport à ça, quoi. Eh ben oui, mais pour autant, on ne doit pas. Voilà, il faut qu'on en parle, nous, quand même. Oui, il faut qu'on en parle. Mais du coup, il va falloir réfléchir à la manière de présenter les choses et pour qu'ils se rendent compte que c'est pas s'installer sur des cours d'eau de ce type-là, des activités qui peuvent être très impactantes, que ça soit en termes d'alimentation du cours d'eau ou en termes de rejet. Il faut mettre en place derrière, il faut être comment dire, il faut faire attention et mettre en place le suivi derrière pour évaluer les impacts sur le cours d'eau, quoi. Mais là, il y a quand même près de 20 hectares qui vont être imperméabilisés en tête de l'Illet et du Chevré, quoi. Oui, voilà, évidemment, voilà, tu abordes un sujet d'actualité qui est assez emblématique, mais il y a aussi, sur toutes les autres communes, notamment autour de Rennes, il y a une pression très forte, notamment sur ces têtes de bassin versant. Donc il n'y a pas que le sujet Bridor.
Oui. Mais nous, c'est un peu sur tout notre territoire, hein. Donc là, c'est parce que c'est le sujet d'actualité, mais on en a plein d'autres. Donc, Oui, bah, on est d'accord. ouais. Sur l'afflux Méliès, je pense qu'on a notre quota. Ouais, c'est pas mal. Ouais. 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 Bah, en tout cas, si vous voulez reprendre le diapo, là, il n'y a pas de problème, hein. Vous trouverez tout. Vous trouvez tout, enfin la rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu voir s'ils sont intéressés, le diapo et les références sur le site du coup du Crécep, parce qu'on s'est arrangé avec Romain et que je remercie d'ailleurs. On mettra tout, on met tout après la diffusion là, on met tout pour la enfin comment dire, j'arrive plus à parler. On met tout sur le site du Crécep, le diapo, la présentation et la rediffusion. Donc comme ça, vous pouvez piocher les informations, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, écoutez, je suis désolé, je vois l'heure qui passe, j'ai 2-3 trucs à faire avant d'aller à Plélan cet après-midi. Je vous propose qu'on clôture. Je vous remercie là d'avoir participé et bah, je vous retiendrai au courant de la